Salut à tous les amis, Dimitri, CryptoParadise.consulting ici. On va aujourd'hui aborder des sujets très importants par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers jours avec la catastrophe FTX qui nous est tombée dessus. Je sais que certains sont très inquiets. On va aborder les sujets tout de suite. Avant toute chose, comme d'habitude, je fais quelques petits rappels. Je sais que ça ne sert pas à grand chose pour tous ceux qui sont habitués, mais bon, vous abonnez à la chaîne, vous mettez un pouce bleu afin de liker cette vidéo et de faire remonter ça dans les algorithmes YouTube. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mon site internet cryptoparadise.consulting. Vous allez retrouver toutes mes offres, notamment au regard des formations, puisque j'explique, notamment j'ai une formation en one-to-one qui peut quand même être intéressante pour ceux qui sont encore en train de se poser des questions. On regarde quand même de façon, je dirais, individualisée où est-ce que vous en êtes avec vos investissements et finalement quelles sont les meilleures solutions qui s'offrent à vous. Et vous avez bien sûr toutes mes offres concernant l'expatriation, notamment évidemment à l'île Maurice, là où j'habite. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Vous allez retrouver en dessous mon pseudo Twitter qui est CryptoParadise. Voilà. Donc, écoutez, sans plus attendre, allons-y. Démarrons sur qu'est-ce qui s'est passé depuis maintenant 3 jours avec FTX. Alors, on ne va pas refaire l'histoire parce que ça, je pense qu'on a tous à peu près compris. On a eu Celsius au mois de mai et on a là FTX qui est évidemment beaucoup plus gros avec des conséquences, à mon avis, dont on n'a pas vu encore tous les résultats à l'heure où je vous parle. Loin de là même. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est faire un point et puis surtout, d'abord et avant tout, vous rassurer. D'abord, vous savez, moi je suis dans la crypto depuis 2016, donc j'en ai vu passer. Et je me souviens notamment de fin 2017-2018. Alors, ce n'était pas la même configuration, c'est sûr. Mais néanmoins, vous savez, ça a été l'hiver crypto qui a été difficile pour beaucoup avec toujours ce moment qui est en fait la capitulation, c'est-à-dire où les gens n'y croient plus du tout. En tout cas, beaucoup de gens sortent du truc en se disant c'est de la merde, les cryptos c'est mort, etc. Et c'est ce moment-là auquel peut-être nous sommes en train d'assister, même si on n'y est peut-être pas encore. Alors, je vous ferai un rappel, moi je vous ai prévenu depuis pas mal de vidéos, ça fait maintenant des semaines, voire des mois, hein, j'ai fait des vidéos pour vous montrer, alors je vous en mets notamment une ici que vous allez retrouver, où je vous expliquais que les mois à venir, et notamment jusqu'en 2024, ce qui était mon opinion, et qui la reste finalement encore plus maintenant que quand je faisais cette vidéo, je pense que nous allons avoir 2 années de vache maigre avec les cryptos, avec le Bitcoin et son prix, j'entends bien le prix du Bitcoin. On n'aura rien à mon avis, de bien extraordinaire avant le prochain halving, donc avant 2024. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des mouvements incroyables dans la période, qui peuvent être y compris à la hausse, y compris à la baisse. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, je ne serais pas étonné de voir le Bitcoin aller toucher des plus bas. Mais avant de parler de ça, en fait, tout ça c'est de la prospective, parce que personne n'en sait rien. Ce qui est important, c'est d'abord de vous rassurer. Non, les cryptos, c'est pas fini. Non, FTX n'est pas le signe de la fin pour les cryptos, pas du tout. Je dirais presque, au contraire, on remet à nouveau les pendules à l'heure. Chose que je vous dis depuis longtemps, et c'est finalement le moment où à nouveau les gens réalisent que les cryptos, c'était quoi au départ? C'est une promesse de ne pas avoir besoin de tiers détenteurs. Et vous voyez que tous les problèmes auxquels nous assistons, c'est toujours parce qu'il y a des tiers détenteurs qui font n'importe quoi avec vos avoirs. Donc ne pas avoir de tiers détenteurs, l'effet réseau combiné à ça qui fait que le Bitcoin aujourd'hui est utilisé par 200 millions d'utilisateurs dans le monde et qui fait du Bitcoin quelque chose qui a un futur et qui de manière, j'en suis convaincu, alors évidemment certains, on ne peut pas dire qu'on est à 100% certain de quoi que ce soit, on n'a pas de boule de cristal. Mais le Bitcoin, c'est l'outil qui vous permettra et qui vous permet dès aujourd'hui de sortir de cette relation de tiers que vous avez avec vos banques, vos exchanges, quels que soient les intervenants qui viennent entre vous et vos avoirs. Donc c'était ça la promesse des crypto-monnaies. On l'a oublié, l'avidité, l'appât du gain est passé par là, vouloir gagner des intérêts avec des cryptos est passé par là, et on a eu la série de catastrophes dans lesquelles nous baignons. Ce que je voudrais donc, avant tout, c'est vous redonner un peu de clarté et surtout vous rassurer.
Ce qui va se passer dans les mois qui viennent, et donc probablement dans les 2 ans qui viennent, pour les 2 prochaines années, c'est des fluctuations. On va avoir des fluctuations qui peuvent être relativement importantes. On pourrait aller trouver des nouveaux bas, car croyez-moi, ce qui s'est passé avec FTX maintenant, ce n'est que le précurseur de ce qui pourrait bien se passer dans la finance traditionnelle. Je vous rappellerai une chose, ne croyez pas, et je sais bien que beaucoup de gens se disent les cryptos, c'est beaucoup trop risqué, on est plus safe, on est beaucoup plus tranquille dans finalement la finance traditionnelle. Jusqu'à aujourd'hui, en 2008, on en a eu le parfait exemple, la finance traditionnelle, quand elle a un problème, le contribuable vient les sauver. Là, vous vous en rendez compte, quand FTX a un problème parce que c'est de la crypto, personne ne vient les sauver. Et donc, évidemment, on se retrouve face à ce qui devrait être le capitalisme normal. C'est-à-dire, ils ont fait n'importe quoi avec l'argent de leurs déposants. Alors ça, évidemment, ça ne devrait pas être possible, hein, ou en tout cas, ça devrait être très surveillé. Et d'ailleurs, ce qui fait de moi quelqu'un qui prône plutôt la régulation pour tout ce qui est justement, dès qu'on est tiers détenteur, on doit être régulé. Ça me semble absolument logique. Mais vous voyez bien comme les régulations dans les cryptos, c'est un peu le Far West, mais même dans la finance traditionnelle, la régulation, elle est complètement, entre guillemets, naze, excusez-moi l'expression, elle tient pas la route, puisqu'on a bien vu en 2008 combien ça a généré de turbulences, ça a failli foutre le système par terre, et finalement, il a fallu que le contribuable vienne à la rescousse et qu'il sauve tout ce bordel. Donc, ne croyez pas qu'avec la finance traditionnelle, vous seriez à l'abri de ce qui s'est passé avec FTX, qui n'est que les prémices, ce ne sont que les prémices de ce qui risque bien d'arriver dans les semaines, les mois qui viennent. On est dans des moments géopolitiques absolument cruciaux, et je ne veux pas déborder du sujet crypto, là, aujourd'hui, mais tout ça est lié, et ne pensez pas qu'on est à l'abri en se mettant tout à coup, en retournant dans ses euros et dans ses banques. Alors, pour remettre un petit peu de clarté par rapport à tout ça, vous le savez, j'ai beaucoup préconisé dans des vidéos ce que j'appelle l'adoption du Bitcoin standard. Alors je vais essayer d'être un peu plus clair sur ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a une grande partie de ces actifs en Bitcoin. Alors déjà sur ce point-là, avoir ces actifs en Bitcoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir ces Bitcoins dans des wallets dont on détient les clés privées. J'insiste bien là-dessus, ces Bitcoins, on ne les garde pas sur des plateformes, sur des exchanges ou n'importe où ailleurs, chez des tiers qui, d'une manière ou d'une autre, auraient vos clés. C'est vous qui devez détenir vos clés. Après, que vous fassiez de la DeFi pure en allant sur des protocoles, je dirais méfiance quand même. Moi, vous savez, je suis sorti. Alors pourtant la DeFi, j'estime que c'est beaucoup moins risqué que la CeFi parce que vous maîtrisez vos clés. Donc c'est vrai que vous pouvez aller vous mettre sur des protocoles avec des clés, notamment sur la Binance Smart Chain, où vous avez énormément de protocoles qui vous permettent de générer du yield tout en gardant vos clés privées. Néanmoins, j'insiste là-dessus, je dis méfiance sur tous ces pools qui, à un moment donné, peuvent voir leur liquidité siphonnée, car il va y avoir des gros besoins de liquidité dans les semaines, dans les mois qui viennent, avec tout ce qui va arriver et tous les dominos qui vont tomber suite à la catastrophe FTX. Donc plutôt rester cash et plutôt ne pas chercher à générer du rendement. Bon, sur ce sujet DeFi, je dirais là-dessus, je vous laisse seul juge. Ceux qui maîtrisent bien la DeFi, on peut encore... c'est vrai que finalement le risque, il est quand même beaucoup plus maîtrisé. Vous n'avez pas le risque de tiers, de défaut d'un tiers. Donc, petite parenthèse fermée pour ce qui concerne la DeFi. Donc, ces bitcoins, on les a sur des clés privées. Donc, ça veut dire vous prenez une majorité de ce que vous avez en crypto, c'est quand même bien de les avoir en bitcoin. Alors ça, après, c'est mon opinion. Moi, je comprends qu'il y en ait qui croient en Ethereum, qui croient plus dans d'autres cryptos. Ok. Vous savez, moi, je suis aujourd'hui à 70% sur Bitcoin, 20% sur Ethereum et 10%, même pas, 5% sur d'autres cryptos. Et je peux vous dire que là, j'ai même refait des allocations où j'ai vendu beaucoup des cryptos que j'avais, notamment des BNB. Car la question qu'on peut se poser, et là je fais encore une aparté, les coins des plateformes. On a vu le FTT. À quoi servait le FTT? Le coin de FTX? À pas grand-chose. Et finalement, le BNB. Et pourtant, Dieu sait que Binance garde pour moi toute ma confiance. Mais à quoi sert le BNB, le coin BNB? Posez-vous la question. Est-ce qu'il a une réelle utilité? Alors vous savez, moi, BNB, j'ai fait d'énormes plus-values avec ce coin parce que ça fait longtemps que je les ai en portefeuille. Les BNB, je les ai sortis. Je les transforme en Bitcoin. Et de toute façon, mon objectif ultime, en ce qui me concerne, alors j'ai pas forcément le même âge que vous, j'ai pas le même historique, j'ai pas le même patrimoine, parce que je n'ai pas que des crypto-monnaies,
Mais en ce qui concerne mes actifs liquides, évidemment que une grande partie est en crypto, et dans ces cryptos, une énorme partie est en Bitcoin. Et elle va le devenir de plus en plus, car tous ces signaux auxquels nous assistons sont pour moi des réveils pour vous faire comprendre que finalement, il vaut mieux, quand on est dans la crypto-monnaie, être extrêmement prudent et finalement être un conservateur. Que fait un conservateur qui est dans la crypto? Il est dans le Bitcoin. Donc je reviens sur ce que je vous disais, les Bitcoins, vous les avez sur des clés privées. Vous les transférez sur des wallets avec clés privées. Alors soit avec les fameuses ledgers, que je sais que beaucoup d'entre vous utilisent, soit vous avez aujourd'hui, si vous voulez, je peux vous donner un wallet qui s'appelle Exodus. Exodus vous permet d'avoir toutes les cryptos quasiment du monde, enfin j'exagère, mais la plupart, avec vos clés privées, sur un wallet dont vous détenez les clés privées. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par un ledger. Le ledger, c'est quelque chose de physique qui finalement, à mon avis, en ce qui me concerne, est un petit peu plus contraignant que d'avoir un wallet sur Exodus, qui est peut-être pas forcément la chose la plus sécurisée, mais vous avez Electrum qui vous permet de faire des wallets avec multisignatures, etc., sans aucun problème. Alors, le deuxième point que je vais aborder sur le Bitcoin, je reste sur le Bitcoin, c'est finalement qu'une partie de ces Bitcoins, il n'est pas stupide d'en avoir, et je vous l'ai dit, je pense que l'avenir, nous allons voir à l'avenir des parties du monde qui vont être de plus en plus dans la régulation, mais qui vont vous obliger à avoir des KYC, même pour les Bitcoins dont vous détenez vos clés privées sur des wallets, comme Exodus par exemple, dont je vous parlais à l'instant. Il n'est pas idiot aujourd'hui d'essayer d'anonymiser certains de vos Bitcoins, ou en tout cas de vos avoirs. Pour ce faire, vous avez un wallet qui s'appelle Samurai. Je vous conseille d'aller le voir. Je ferai une vidéo spécifique sur Samurai pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais Samurai, allez le télécharger. Vous verrez que c'est un wallet qui est très très sécurisé et qui vous permet de faire ce qu'on appelle un whirlpool, c'est-à-dire un coin join, et qui vous permet de vous, de vous remettre une partie de vos bitcoins. Pas tous, c'est pas nécessaire de les avoir tous, parce qu'une partie va être dans ce monde, je dirais, où vous avez vos KYC, etc. Bon, pourquoi pas, mais qu'il y ait une partie qui devienne réellement privée et que personne ne sache que vous avez ces coins-là n'est pas une chose complètement stupide, et ça vous pouvez le faire très facilement en passant par Samurai. Donc je reviens sur ce que je vous disais sur le Bitcoin standard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une grande partie de vos cryptos en Bitcoin. Néanmoins, une grande partie, du coup le reste de vos liquidités, il est en quoi? Il est en dollars. Et je vous l'ai déjà expliqué, le dollar, c'est la contrepartie parfaite du Bitcoin. Quand l'un est en haut, l'autre est en bas, et vice-versa. Aujourd'hui, vous voyez bien que le Bitcoin est en bas, le dollar index est au plus haut. Vous avez tout qui baisse par rapport au dollar. Tout. Donc, avoir des dollars vous met en position très très confortable, sachant que vous vivez avec, et sachant qu'en plus, ça vous laisse, je dirais, un coussin, un matelas qui vous permettra de racheter au moment où vous estimez nécessaire. Alors vous le savez, je vous ai déjà parlé de la DCA, du dollar cost average, qui est pour moi une stratégie la meilleure, qui était de diviser vos investissements sur 2 années et d'investir chaque semaine les mêmes sommes, afin de lisser votre prix d'achat moyen du Bitcoin à un certain niveau. Néanmoins, gardez un coussin, je dirais, de 10, 20, 30% de ce que vous avez en liquidité dollars pour être prêt à acheter à des moments comme ceux auxquels nous venons de vivre. Et j'ai tweeté d'ailleurs là-dessus. Moi, j'ai racheté, disons, un stack plus important de Bitcoin à 17 200 $. J'estime que c'est un bon prix. Vous voyez, on est en dessous aujourd'hui. Ça ne m'inquiète pas du tout. Parce que, je l'ai dit et je le répète, il est possible que le Bitcoin aille chercher d'autres plus bas. Mais de toute façon, vous savez, quand le Bitcoin, d'ici 2, 3, 4 ans, va remonter, va dépasser 100 000 $, vous savez que vous l'ayez acheté 15 000, 16 000 ou 17 000, ça ne changera pas grand-chose, vous savez. Donc, il faut se placer dans la durée. Si vous êtes que vous comprenez ce qu'est le Bitcoin et que vous y croyez dans l'avenir, c'est quoi le problème de l'acheter 15 000, 16 000 ou 17 000? Vous êtes sur des très bons niveaux d'achat dès lors qu'on est en dessous de 20 000. C'est mon opinion, donc c'est pour ça que je vous le dis. Je ne suis pas en train de donner des conseils financiers, je vous dis juste ce que je pense. Alors ça, c'est pour la partie donc Bitcoin. Maintenant, du coup, ça veut dire que vous avez une partie de vos avoirs aujourd'hui, qui est donc, si vous adoptez le Bitcoin standard, qui est cette stratégie, que je rentrerai dans le détail de cette stratégie au fil d'autres vidéos. Quand vous adoptez le Bitcoin standard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez donc une grande partie en Bitcoin, mais vous avez une partie qui peut être 20-30% de vos liquidités en dollars. Et la grande question, c'est pas comment vous allez garder vos Bitcoins, question à laquelle je viens de répondre,
c'est finalement comment vous allez garder vos dollars. Et c'est finalement à cette question qu'il faut répondre aujourd'hui. Car quand vous y réfléchissez, les dollars, quoi qu'il arrive, quelle que soit la façon dont vous les avez, que ce soit en stablecoin, et là je prends tous les stablecoins, USDC, USDT, BUSD, certains sont meilleurs que d'autres, soit, vous donnent l'impression d'être plus sécurisés que d'autres, mais quoi qu'il arrive, vous avez un tiers à qui vous devez faire confiance. Et évidemment, si vous les avez en dollars sur un compte bancaire, encore plus. Alors, c'est la grande question. Comment garder ces dollars aujourd'hui, ceux que vous avez de côté pour vivre et pour être prêt à réinvestir? Donc, soit vous avez ce que je vais appeler des wallets où vous détenez les clés privées, typique Exodus dont je vous parlais tout à l'heure. Sur Exodus, vous pouvez y transférer des USDC, des USDT, des TUSD sans problème. Question, est-ce que ça sert à... Et des BUSD aussi, hein, je ne vais pas tous les citer, hein, mais vous pouvez tous les transférer. Mais question, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir des stablecoins sur des wallets dont vous détenez les clés privées? D'une certaine façon, oui. Mais d'une autre façon, vous le savez, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, c'est que les stablecoins, quoi qu'il arrive, vous devez faire confiance à un tiers, parce que BUSD, par exemple, qui est pour moi le stablecoin probablement le plus safe qui soit, qui est le stablecoin de Binance, BUSD, même si vous avez la promesse et vous avez la preuve que c'est derrière chaque BUSD, il y a $1, mais vous savez, il y a quand même cette promesse. Et si demain, les choses changent et qu'on ne vous le dit pas, vous n'êtes pas au courant. Donc, les avoir finalement sur un wallet où vous détenez vos clés privées, par rapport à les avoir sur un exchange comme Binance, est-ce que ça fait une différence? Vous savez, si vous prenez vos BUSD et que vous les mettez sur un wallet dont vous détenez vos clés, vous allez les avoir sur la Binance Smart Chain. La Binance Smart Chain, que vous le vouliez ou non, même si c'est une blockchain, elle est liée à Binance. Elle est liée à Binance. Ce n'est pas une blockchain comme celle du Bitcoin. Même si, Dieu sait, je suis fan de Binance, je suis fan de leur écosystème. Je n'ai pas de problème avec ça. Comme je le suis d'ailleurs de Crypto.com. Mais vous voyez, Crypto.com, avec leur blockchain Chronos, je m'en méfie beaucoup plus. Crypto.com, vous le savez, hein, ils sont eux aussi en train de mettre leur nom sur des grands stades, et c'est ce qu'a fait FTX. Donc vous savez, ce n'est pas des signaux qui me plaisent énormément. Moi, de voir le nom de Crypto.com sur un grand stade, ça me met plutôt un point d'interrogation. D'où vient tout cet argent? Et pourquoi investir tout cet argent de cette façon-là? Juste pour faire du marketing? Je m'en méfie. Donc, je suis sorti de Chronos. Pourtant, la blockchain Chronos fonctionne aussi bien que la Binance Smart Chain. J'ai plus confiance dans l'écosystème Binance, très clairement. Donc, avoir des BUSD aujourd'hui, que vous les gardiez sur Binance, sur la plateforme, ou que vous les mettiez sur un wallet dont vous détenez les clés privées, vous êtes sur la Binance Smart Chain. S'il y a un problème demain avec Binance, un vrai problème, vous savez, il y aura un problème sur la blockchain, sur la Binance Smart Chain. Donc, on est à l'abri de rien du tout. Maintenant, donc, vous avez le choix entre donc, les détenir sur un wallet dont vous avez les clés privées, les détenir sur un exchange. Évidemment, vous avez la troisième possibilité qui sont de prendre vos dollars et de les mettre sur un compte en banque. Croyez-vous que vous y êtes plus en sécurité? Si votre réponse est oui, faites-le. Vous avez, c'est vrai, avec les comptes en banque, les fameuses promesses des États de vous couvrir jusqu'à 100 000 euros pour ce qui est de l'Europe. Si vous avez des dollars, vous pouvez mettre des dollars sur des comptes bancaires en Europe. Vous aurez, je pense, la même couverture à vérifier. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus en sécurité qu'avec des stablecoins? Honnêtement, j'ai du mal à répondre à la question. Je n'ai aucune confiance dans les banques et je pense qu'elles sont dans une très mauvaise situation. Et je pense que ce à quoi nous venons d'assister avec FTX est probablement le précurseur de ce qui va nous arriver et de choses qui vont nous arriver dans les mois et les années à venir. Je ne veux pas faire le Cassandre, je veux pas être, vous savez, je suis pas un pessimiste, moi je suis optimiste. Je pense que sur la durée, on sera gagnant avec le Bitcoin. Mais en revanche, on va passer par des moments qui risquent de tanguer sévèrement. Alors, vous aviez donc, je répète, les trois possibilités. Vous gardez vos dollars en stablecoin sur des wallets dont vous détenez les clés privées. Vous gardez vos dollars en stablecoin sur des exchanges. Vous gardez vos dollars sur des comptes bancaires. Et puis maintenant, vous avez la quatrième possibilité. Vous gardez vos dollars en cash en les mettant sous votre matelas ou sous votre oreiller. Vos dollars, du coup, ou vos euros, pour ceux qui habitent en Europe. Je sais que vous en êtes la majorité. Est-ce que vous vous sentez mieux avec ça?
Alors c'est vrai que là, du coup, avec des billets de banque, on va pas vous les enlever, mais bon sang, qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que c'est dangereux. Vous vous retrouvez avec des billets de banque chez vous, qui peuvent être volés, vous vous retrouvez avec la difficulté que si tout à coup vous avez l'opportunité de réinvestir et d'acheter les fameux bitcoins parce que vous en gardez pour en racheter, comment vous faites? Ça va être long. Vous devez redéposer ça en liquide à la banque avec toutes les questions qui vont avec. Bref, vous savez comme moi que le liquide, c'est pas une chose simple aujourd'hui à gérer. Donc voilà, je vous ai donné cet aperçu global. Vous allez me dire, qu'est-ce que je fais moi? Bon, ben moi, c'est clair, je garde en stablecoin et je garde plutôt sur Binance. Que ce soit l'exchange, que ce soit leur wallet sur la blockchain Binance, je me sens en relative sécurité. Et je vais vous dire une chose, comprenez bien que si tout ça part à l'eau, c'est-à-dire que le Binance se devait aussi avoir des problématiques comme FTX, alors là les amis, ça va être un tel séisme que là ça risque bien d'entraîner tout l'écosystème au fond du gouffre. Alors ce ne sera pas du tout, là même là je ne vous dirai pas que ce sera la fin du Bitcoin, en revanche ce sera l'occasion effectivement évidemment d'en avoir très très bon marché. Mais évidemment, il faudra pour cela quand même avoir réussi à sauver ses liquidités. Vous savez, si les banques se cassent la gueule, si les exchanges se cassent la gueule, si les blockchains se cassent la gueule, qu'est-ce qui va nous rester? Rien du tout, les amis, rien du tout. On va se retrouver à tout perdre et tout le monde va essayer. Vous savez, c'est comme les gens qui tout à coup partent en courant dans toutes les directions. Mais le bateau, il coule. Vous savez, vous n'avez pas de terre pour courir. Hein, tout le monde coule. Tout le monde va se noyer et c'est comme ça. Donc ça, je dirais, c'est les scénarios les pires sur lesquels on espère qu'on va pas arriver. Voilà, donc je reste aujourd'hui relativement et même assez confiant en ce qui concerne Binance. D'abord, ça fait longtemps que je suis le personnage, c'est-à-dire CZ. Vous savez, au bout d'un moment, on se fait quand même une idée des personnes, à force de les suivre, à force de les voir intervenir. Disons que j'ai espoir que cette personne est une personne sincère et est une personne qui gère ses business avec éthique. Ce qui n'était clairement pas le cas de Sam Bankman et ce qui n'était clairement pas le cas de Alex Mashinsky. Voilà, on en a eu la preuve. Maintenant, ils peuvent s'excuser autant qu'ils veulent. Ils ont merdé. Et la seule chose qui est absolument on ne veut plus voir ça et qui est donc à bannir absolument, c'est évidemment l'utilisation des fonds des clients pour aller faire des effets de levier, spéculer, mettre ça dans des hedge funds ou je ne sais quoi encore, pour lever encore de l'argent, pour encore aller prendre des risques. Les fonds des clients doivent être gardés de côté et ne doivent pas être réinvestis, sauf avec évidemment l'accord express des clients. Voilà les amis, j'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo aujourd'hui. Donc moi je conclurai en vous disant d'abord, rassurez-vous, pas de panique. Au contraire, sérénité. Si vous avez des liquidités de côté, dites-vous qu'il va y avoir des très bons moments parce que le Bitcoin, au niveau qu'il est aujourd'hui, c'est déjà des très bons niveaux d'achat. Gardez toujours un petit coussin, un petit matelas que vous utiliserez peut-être jamais. Mais vous savez, il peut encore aller chercher des plus bas. Et là, jetez-vous dessus, entre guillemets, à ces moments-là. Car l'histoire nous montrera, je le pense, l'histoire nous montrera que nous aurons eu raison d'être patients et d'y croire. C'est ce qui sauvera le système financier mondial. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.